chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier épisode du calendrier de l'Avent Génie. Aujourd'hui, ensemble, on célèbre la veille de Noël avec un dernier épisode festif sous forme de quiz récapitulatif. Depuis le 1er décembre, on explore une panoplie de sujets et aujourd'hui, on se dit que ça serait amusant de tester vos connaissances avec un quiz. Donc, installez-vous confortablement avec une boisson festive, un chocolat chaud, une tasse de thé et plongeons ensemble dans ce voyage aquatique pour clore cette belle aventure ensemble. Donc, je vais commencer avec un petit vrai ou faux. L'eau que vous buvez aujourd'hui a peut-être abreuvé un dinosaure dans le passé. J'aurais tendance à dire vrai si je me répète bien de ce que LP disait dans son épisode, que ça pouvait même avoir été dans le bain royal au Moyen-Âge. Je crois que oui. Ben, tout à fait. Bien joué, Jaril. C'est effectivement vrai. L'eau est recyclée en permanence sur Terre. Prochaine question. On est un peu encore dans le même sujet des dinosaures. Qu'est-ce qui est plus ancien, les molécules d'eau ou les dinosaures? Veux-tu y aller, Anna? J'aurais tendance à dire les molécules d'eau. C'est effectivement vrai, les molécules d'eau. Moi aussi, les chiffres que j'ai, c'est qu'elles datent de plus de 4 milliards d'années. Mais les dinosaures, on sait que c'est plus récent que ça, en tout cas. Après ça, quelque chose qui nous touche plus d'actualité en termes d'empreinte carbone aussi. Donc, je vais poser la question, qu'est-ce qui produit plus de CO2 en moyenne? Un kilomètre parcouru en voiture ou la production d'une bouteille d'eau? La production d'une bouteille d'eau. Est-ce qu'on a d'autres réponses? Je suis d'accord avec ça. Eh bien non. Un kilomètre en voiture produit plus de CO2. J'arrive nous avait parlé un peu. Je sais pas si on avait comparé plus eau embouteillée puis aussi eau potable peut-être. Mais quand même, faut aussi oublier que c'est pas négligeable l'embouteillé, puis il y a aussi d'autres impacts aussi. Puis justement, je pense que j'ai une autre question par rapport à ça aussi. Vrai ou faux, certaines marques d'eau embouteillée sont parfois remplies à partir de réseaux d'eau potable au Québec. C'est vrai. C'est pas juste vrai, c'est frustrant et vrai. Tout à fait. Si je me trompe pas, je pense que c'est Jaril qui l'avait abordé. Puis c'était quand même pas négligeable. Là. C'est quand même assez considérable que dans certains cas, certaines marques, je vais pas en nommer là, pour pas être inexact, mais qui utilisaient effectivement nos réseaux d'eau potable pour produire leur propre embouteillé qui va être ultimement consommé par le consommateur aussi. Ouais, c'est dur d'avoir les chiffres sur ça parce que la nouvelle réglementation qui force les compagnies à divulguer combien ils puisent, c'est en vigueur juste depuis janvier dernier. Mais selon les producteurs, c'est moins de 5%, mais selon l'organisme au secours, c'est jusqu'à 25%. Fait que ça va sûrement se situer entre les deux, de 5 à 25% de toute l'eau embouteillée produite au Québec et à partir de réseaux d'eau potable et principalement celui de Montréal. Merci, Jaril. Maintenant, je vais aborder les propriétés de l'eau, ou spécifiquement une ou deux propriétés de l'eau. Qu'est-ce qui permet aux insectes, ou plutôt à certains insectes, de marcher sur l'eau? La tension superficielle ou la densité de l'eau? C'est la magie de la tension superficielle. Effectivement. Même si la densité de l'eau, c'est super fascinant aussi, vous pouvez vous amuser avec de l'eau et de l'huile, vous allez avoir bien du fun. Mais dans ce cas-ci, c'est la tension superficielle. Puis je vais laisser à un de mes collègues l'expliquer. Moi, j'ai pas les explications tout à fait exactes. Ouais, c'est en fait le principe de cohésion qui fait que les molécules d'eau ensemble peuvent se retenir par des bras, là, comme si c'était plein de petits enfants qui se tenaient par les bras. Puis ça crée comme une peau un peu élastique à la surface de l'eau qui permet de retenir du poids, même si ça va au-delà de la densité de l'eau. C'est ce qui permet, c'est ça en fait, à certains insectes de marcher sur l'eau et même un lézard aussi qui peut faire ça. Mais c'est encore une fois, c'est très simplifié ce que je vais dire, mais juste pour ajouter un petit peu plus de précision, c'est les molécules d'eau à la surface de l'eau, ils ont
une certaine forme de potentiel non comblé par le fait qu'ils vont pas être entourés d'autres molécules d'eau, contrairement à celles qui sont plus en profondeur. Fait qu'ils vont avoir tout un côté qui va chercher à vouloir se lier à d'autres molécules, mais qui pourra pas parce qu'il va être exposé à l'air. Donc, c'est ça qui va créer un peu plus de force et la petite peau à la surface que LP parlait. Il y a un autre principe qu'on a regardé qui est l'empreinte eau. Et c'est quelque chose qu'on réalise de moins en moins, mais c'est que chaque geste et action a un impact en termes de consommation d'eau et d'utilisation d'eau. Donc, vrai ou faux, est-ce qu'une tasse de café nécessite plus d'eau à produire qu'une tasse de thé? Je viens de prendre une tasse de café, fait que je vais répondre avec honte que oui. Je dirais que oui aussi. Donc, vrai. Annabelle, est-ce que tu veux nous confirmer la réponse? C'est vrai. Je me souviens plus des chiffres exacts. Après, demander à ChatGPT pour les chiffres exacts, mais là aussi, tu consommerais de l'eau, donc. Ben ouais. Mais j'ai les chiffres. C'est une tasse de café nécessite environ 140 litres d'eau, contre environ 30 litres pour le thé. Puis peut-être expliquer un peu, Annabelle, pourquoi parce que les gens vont penser nécessairement, bon, mais c'est peut-être la même quantité vu que je prends autant d'eau chaude pour faire mon café ou mon thé, mais en arrière de ça, qu'est-ce qui vient augmenter ou faire varier ces chiffres-là? C'est surtout la production du café et du thé qui influence les chiffres de l'empreinte eau. Pas tant l'eau qu'on utilise pour faire le café à la maison. Oui, c'est ça. Dans la même lignée, je vais vous demander un peu plus dans vos repas, votre alimentation, qu'est-ce qui utilise plus d'eau? Produire 1 kilo de bœuf ou 1 kilo de pois chiches? Jarel, veux-tu t'essayer? Je dirais clairement 1 kilo de bœuf si on suit toutes les recommandations des experts qui nous disent de réduire un peu notre consommation de viande. Après moi, c'est le kilo de bœuf. Ben, tout à fait. Comme Annabelle l'a mentionné, il y a aussi tout l'aspect de production. J'imagine aussi de nourrir aussi le bétail, mais aussi les pois chiches. Ben, 1 kilo de bœuf nécessite environ 15 400 litres contre 4 200 pour les pois chiches. Donc, c'est quand même considérable la différence. Puis ça, ben, on ne voit pas dans les ingrédients à l'épicerie nécessairement que ça consomme plus ou moins d'eau. Celle-là, je l'ai trouvée fascinante aussi. Ça va être un vrai ou faux. Sur Terre, l'eau est le seul composé naturel à exister naturellement sous les 3 états: solide, liquide et gazeux. C'est un vrai ou faux? Je dirais vrai. D'autres réponses? Vrai aussi. Ben oui, c'est vrai. La phrase le dit déjà, mais effectivement, l'eau est le seul composé naturel à exister naturellement sur les 3 états: solide, liquide et gazeux. Mais juste pour donner de précision aux gens, c'est pas que d'autres matières peuvent pas atteindre ces états-là. C'est juste que naturellement, sur la plage de température qu'on vit, de température et de pression qu'on vit sur la Terre, les autres composés, je sais pas, les métaux, les trucs de genre vont juste être en 1 ou 2 états maximum. Puis il va falloir leur donner soit de la chaleur, soit de la pression pour les faire changer d'état, tandis que l'eau, avec les plages qu'on retrouve sur la Terre, ils vont naturellement être présents dans les 3 états. Ouais, puis aussi, juste précision aussi, quand on dit sur la Terre, c'est comme, mettons, à la surface où qu'on vit, là, parce que justement, comme Jarel dit, quand on parle de pression extrême ou chaleur extrême, ben là, on pourrait aller, mettons, très profondément dans la Terre, ben là, on va retrouver ces conditions extrêmes ou vers l'espace aussi, qu'il faut avoir dans le sens inverse. Là. Maintenant, je vais aller un peu plus dans l'histoire, dans l'historique. Vrai ou faux? Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient des aqueducs pour gérer l'eau, mais aussi pour éviter des conflits liés à son usage. Vrai. D'autres réponses? Aussi, je dirais vrai. Eh oui, c'est vrai. D'un côté, les aqueducs permettaient de la gestion de l'eau pour sa distribution de manière assez organisée, mais c'était aussi pour réduire les tensions. Si vous vous rappelez aussi, dans un épisode, quand je parlais d'eau et les conflits,
Ben, l'eau a toujours été une source de conflit, que ça soit en contaminant les puits, par exemple, en détournant des cours d'eau, comme j'ai dit. Ben, les aqueducs, en permettant justement cette distribution d'eau-là assez contrôlée, il y avait un contrôle qui permet justement de réduire ces tensions-là et ben, ultimement de mieux gérer la ressource aussi. Maintenant, il faudrait qu'un vrai ou faux. Dans un épisode, on a parlé de cheminées hydrothermales. Ma question, c'est est-ce que les cheminées, en fait, vrai ou faux, les cheminées hydrothermales peuvent abriter des formes de vie, même en l'absence de lumière solaire? Anna, est-ce que tu veux te risquer? Je dirais encore vrai parce que c'est ça. Je vais t'appuyer. Ouais. Ouais, je t'appuie aussi là-dedans. Eh bien, c'est vrai. On est habitué à ce qu'on appelle la photosynthèse, où justement la lumière permet la vie. Maintenant, il y a aussi la chimiosynthèse, qui permet même en absence de lumière solaire d'avoir de la vie aussi. Encore une fois, avec un vrai ou faux, une piscine olympique contient plus de molécules d'eau qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Il y en a beaucoup, là, d'étoiles. Mais il y a beaucoup Ouais, de mais il y en a molécules d'eau beaucoup de aussi. molécules d'eau. Ouais, c'est ça. C'est quoi, il y a par 18 grammes d'eau qui est une mole, t'as 6.022 fois 10 à la 23, le nombre d'Avogadro? Ouais, il y a plus de molécules d'eau dans une piscine olympique. Ouais. Je dirais qu'il y a plus de molécules d'eau dans une piscine. C'est vrai. Le nombre de molécules dans une piscine est astronomiquement plus élevé que dans la galaxie. Ben, j'avais le bon calcul. Donc, si vous imaginez pour simplement... J'ai pas le chiffre malheureusement pour le nombre d'étoiles. Mais juste aussi pour 18 grammes, vous avez autant de molécules. Imaginez pour une piscine olympique. Donc, il y en a beaucoup plus. Ça arrive maintenant avec une question un peu plus historique, un peu plus politique. Vrai ou faux, la Convention de Genève interdit l'attaque des infrastructures hydrauliques essentielles. Vrai, même si malheureusement, c'est pas toujours respecté. Exactement, j'aurais le vrai. Cette protection existe pour prévenir les catastrophes humanitaires, mais malheureusement, l'histoire nous a montré, même l'actualité aussi nous démontre que c'est pas tout le temps respecté. Donc, par rapport à l'origine sur l'eau, vrai ou faux, les comètes sont la principale source d'eau sur Terre. Anna? Je me souviens plus exactement c'était quoi. Je peux vous aider si vous voulez. Vas-y, LP. Vas-y, on te laisse. Ben là, c'est facile, là, c'est moi qui l'ai fait, donc je triche un peu, mais en fait, non, les comètes, ça a longuement été l'hypothèse comme quoi, genre, vu que c'est beaucoup composé de glace, ce serait ça qui aurait apporté la majorité de l'eau sur Terre, mais en fait, quand ils ont regardé la composition isotopique de l'eau des comètes, c'est-à-dire ça, c'est le ratio de deutérium par rapport à de l'eau standard composée d'hydrogène, ben, ils se sont rendus compte que c'était vraiment différent de l'eau qu'on retrouve sur Terre, ce qui laissait croire que la majorité de l'eau sur Terre n'avait pas été apportée par des comètes. Et donc, les deux plus grandes hypothèses en ce moment, ce serait un mélange d'astéroïdes puis d'eau qui provient, dans le fond, des minéraux hydratés qui composaient le manteau terrestre de la Terre. Ben, merci pour l'explication. Il nous reste 2 questions, donc j'espère que nos auditeurs, auditrices sont encore avec nous et que ça va bien pour eux aussi. Les 2 dernières vont être... Ben, celle-là va être moins facile, mais la dernière, ça va être un petit cadeau des fêtes aussi. Donc, pour l'avant-dernière question, vrai ou faux, les marées changent selon l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil, entre autres. LP, tu peux aller. Je dirais vrai. Jaril, veux-tu nous donner un peu d'explication? En effet, c'est vrai, avec principalement la force de gravité suivie de la force centrifuge de la Lune et Terre qui tournent ensemble et Lune et Terre et Soleil, mais avec le système Terre-Lune un peu plus fort, à peu près 2,5 fois plus important en termes d'impact sur les marées que le système Terre-Soleil. Parfait. Et maintenant, pour conclure ce quiz récapitulatif,
un petit vrai ou faux. Est-ce que la glace, c'est-à-dire l'eau sous forme solide, est plus dense que l'eau liquide? Non. D'autres réponses? D'accord avec Anna. Et, je me rappelle même, si vous voulez, de la densité maximale qui se trouve à 4 degrés Celsius. Eh ben oui, faux. La glace est moins dense, ce qui lui permet de flotter. C'est pourquoi, ce qui explique aussi pourquoi les icebergs flottent et sont en haut par rapport à l'eau liquide. C'est ce qui met fin au quiz récapitulatif du calendrier de l'Avent. Merci de vous avoir prêté au jeu. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, je vais laisser les mots de la fin pour mes collègues. Donc, merci d'avoir été à l'écoute pendant tout le mois de décembre, mais en fait, du 1er au 24 pour nos 24 épisodes du calendrier. Ça a été un plaisir pour toute l'équipe de préparer les épisodes, de les enregistrer. Puis, c'est ça, de vous partager nos découvertes et les sujets sur l'eau qui nous passionnent. Les épisodes vont rester en ligne si vous voulez les écouter plus tard, si vous écoutez ça en 2025 ou une autre année dans le futur. Puis aussi, s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir davantage ou vous voulez qu'on discute plus de ça, n'hésitez pas à nous écrire pour que ce soit peut-être un épisode plus long. Okay, merci, bon temps des fêtes. Oui, puis aussi, j'aimerais remercier mes collègues d'avoir embarqué dans cette idée folle du calendrier de l'Avent. Là. Je pense qu'il y a pas mal de travail derrière ça, puis de voir qu'on partage la même passion, c'est vraiment bien. Donc, merci beaucoup à vous. Puis aussi, grâce à vous, je pense que Génio se porte très, très bien. Cette année, on a rencontré des gens super incroyables. On est allé même sur place parfois dans des locaux des entreprises où on a parlé de sujets super importants. On a appris, on a eu du plaisir, puis on a eu la chance aussi de diffuser ça. Les gens qui nous écoutent, la communauté s'agrandit, donc ça, c'est le fun. Puis si on regarde maintenant pour l'avenir, on a des super beaux projets qui s'en viennent. Je suis sûr que l'équipe va continuer de grandir éventuellement, donc on est motivés. Puis c'est grâce à vous, nos auditeurs, qui nous écoutez. Puis on va continuer de le faire. Juste pour terminer, je voudrais souhaiter à tous nos passionnés de l'eau qui nous écoutent fidèlement un joyeux Noël, une bonne année, un joyeux temps des fêtes pour les gens de toutes les confessions. Et je vous dis bonne chance dans la vie et à l'année prochaine.